Bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureuse, en compagnie de Nicolas Hulot et de nos invités que je vais présenter tout à l'heure, d'inaugurer avec vous cet espace Génération Climat que nous avons déjà visité ce matin avec le chef de l'État. Heureuse de le faire avec vous, chère Inde Aloès, qui témoignait par votre présence de l'importance que l'ONU attache à la mobilisation des femmes contre le réchauffement climatique et à la reconnaissance de leurs droits. Car il en va du climat comme de la pauvreté. Sans les femmes, composantes déterminantes de la société civile, il n'y a pas de lutte efficace. Mais dès lors qu'elles s'y mettent et que leur pouvoir d'agir n'est plus bridé, alors de vraies victoires sont possibles au bénéfice de toute la société. Je suis aussi particulièrement heureuse d'accueillir une jeune militante comme vous, Marinelle Ubaldo, qui venait d'un pays si durement éprouvé et toujours menacé par les typhons, par les événements météorologiques extrêmes les plus dévastateurs, comme je l'ai vu il y a quelques mois lorsque j'étais aux Philippines avec Nicolas et le président. Vous avez décidé de vous engager, d'agir, d'appeler à l'action. Vous allez dans toutes les écoles. C'est formidable ce que vous faites parce que vous savez d'expérience quelle est la violence meurtrière du réchauffement climatique. Merci d'être aujourd'hui parmi nous et d'avoir accepté de participer à cette inauguration en nous apportant le témoignage de votre combat. Ces espaces Génération Climat sont à vous. Et dès que nous avons commencé à les imaginer avec toute l'équipe de la COP 21, nous avons décidé que la société civile et toutes ses forces vives devaient pouvoir disposer de vastes espaces mettant en valeur l'importance et le rôle et la variété des actions de la société civile qui, bien souvent, préfigurent avec un temps d'avance celle des gouvernements. Nous avons voulu que ces 27 000 m² réservés aux acteurs non étatiques, gratuitement accessibles à tous les visiteurs, soient situés à proximité de la zone des négociations afin de matérialiser et de faciliter un dialogue nécessaire au-delà des 14 000 observateurs de la société civile qui sont par ailleurs accrédités par le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies, c'est-à-dire 3 fois plus que lors de la COP de Lima et à peu près autant que le nombre des délégués gouvernementaux de cette COP 21. Nous avons aussi voulu que ces espaces, conçus après consultation d'une centaine d'organisations de la société civile et qui constituent à cette échelle une première dans l'histoire des conférences sur le climat, puissent être des lieux de rencontres, d'échanges, de diffusion de bonnes pratiques, accueillant un grand nombre de citoyens qui pourront également y suivre sur écran et en direct des moments forts de la négociation et de s'informer ainsi en temps réel. Merci aux nombreux parlementaires qui sont présents dans cette salle. Je vous demande de les applaudir parce que ils sont... et qui se sont déjà énormément engagés pour d'ailleurs s'exprimer tout à l'heure, le micro sera ouvert à tous ceux qui le veulent, qui se sont énormément engagés aussi, je les reconnais, pour passer de longues heures avec eux à la Chambre, en tout bien tout honneur, il s'agit de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour faire voter la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Merci aussi aux 345 organisations de la société civile dont présentes dans cette salle, qui, parce que vous allez faire vivre pendant le sommet de Paris ces espaces ouverts au public, qui, je l'espère, viendra nombreux, sur la centaine de stands que vont animer les militants des organisations non gouvernementales, des réseaux associatifs locaux et internationaux, des universitaires et des chercheurs, des membres de formation, d'institutions publiques, des organisations syndicales, rurales, des femmes, des jeunes, des peuples autochtones, des représentants d'entreprises, que ce soit les grands groupes ou les start-up, des collectivités territoriales, des artistes aussi, parce que plus que jamais, nous avons besoin de la culture et qu'il y a un lien très direct entre la protection planétaire et la culture. Oui, il est évident que l'imaginaire et l'émotion doivent être aussi de la partie pour rendre désirable la reprise en main de notre destin climatique.
cet autre modèle de développement auquel elle doit nous conduire. Alors il va se passer des choses passionnantes dans ces espaces Génération Climat. C'est vous, tous et toutes, qui en êtes les artisans, vous aussi qui en êtes les forces de proposition, les sources de solutions innovantes, et il y aura dans cet espace qui est le vôtre des expositions artistiques et bien évidemment pédagogiques. De nombreuses conférences, 390 conférences et autant de débats avec des intervenants venus du monde entier. Ils aborderont, au fil d'une programmation particulièrement riche, toutes les dimensions interdépendantes d'une lutte efficace contre la dérive climatique, les forêts, l'agriculture biologique, la sécurité alimentaire, la question de l'eau, la question majeure de l'océan, la problématique de la fonte des pôles et des neiges, longtemps réputées éternelles et qui ne le sont plus, l'érosion des littoraux, la protection des écosystèmes côtiers, de leurs mangroves, de leurs récifs de corail et plus largement des ressources de la pêche et des dégâts de la surpêche, des conséquences des sécheresses et des inondations plus fréquentes et plus violentes. Ils évoqueront aussi les relations, sujet très important, trop souvent marginalisé, entre le climat et la biodiversité, entre le climat et les réfugiés climatiques, entre le climat et la sécurité. Ils évoqueront aussi la ville du futur, ils évoqueront aussi la sortie du charbon, la préparation de l'après-pétrole, le potentiel des énergies renouvelables, celui des nouveaux emplois verts, les stratégies bas carbone de la croissance verte et de la croissance bleue, les conditions d'une transition énergétique qui soit porteuse de justice sociale et climatique, les financements verts et les financements participatifs. Ces espaces feront aussi entendre les voix des peuples autochtones et des petits États insulaires. Ils souligneront le rôle des jeunes et de l'éducation à l'environnement. Il y aura aussi des débats sur la place des femmes dans la bataille climatique, les droits humains, la question de la citoyenneté énergétique, les apports de la recherche et de l'innovation sur l'aménagement durable, les transports propres, la voiture électrique, l'éco-conception des bâtiments et des matériaux, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, le rôle du numérique, bref, et bien d'autres choses encore qui montrent, et c'est aussi l'objectif de la COP21, qui montrent que des solutions existent pour prendre beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement le tournant des économies et des sociétés bas carbone, tout en vivant mieux, tout en trouvant des solutions d'atténuation et d'adaptation, des solutions qui fassent étroitement le lien entre le global et le local, des solutions qui donnent corps à cette belle exhortation d'Édouard Glissant, ce grand écrivain martiniquais que je cite souvent, qui dit ceci: « Agis dans ton lieu et pense avec le monde ». Il y aura 70 projections débats dans la salle de cinéma de 200 places qui leur est dévolue et à laquelle j'ai donné le nom de Wangari Maathai. Pourquoi elle? Parce que c'est la première femme africaine, prix Nobel de la paix et fondatrice du Green Belt Movement, qui a planté des dizaines de millions d'arbres et qu'on appelait d'ailleurs la mère des arbres. Et d'ailleurs, son combat n'est pas terminé. C'est aussi un des enjeux majeurs que la question de la reforestation qui fait l'objet d'engagements très forts lors de cette COP21. Et dans cette salle, Wangari Maathai, on pourra y voir des documentaires et des fictions, des longs et des courts-métrages. J'ai voulu que s'organise ce festival du cinéma ouvert à tous, des films d'animation, des séries télévisées, des œuvres d'auteurs et d'interprètes qui s'engagent pour le climat et qui montrent aussi dans ces films les coûts humains et écologiques, économiques, sociaux de l'inaction climatique, du laisser-faire et du laisser-aller. Que l'on passe du Sahel à la calotte glaciaire, du Danube aux grands fleuves qui ont leur source dans l'Himalaya, du Cambodge au Moyen Atlas, des cordillères du Pérou aux mers arpentées par le navire scientifique Tara, où nous avons lancé avant-hier avec 10 autres pays un appel pour la prise en compte de l'océan dans les négociations climatiques, en passant par le Bangladesh, s'est exposé à la montée et au déferlement des eaux, le Dakota, où sévit la fracturation hydraulique,
l'Indonésie, victime de déforestation massive et d'incendies ravageurs dus à la plantation intensive des palmiers à huile, le delta du Niger, le golfe de Guinée et bien d'autres lieux souvent magnifiques mais abîmés et menacés que vous découvrirez dans ces films. Mais ces films aux genres très différents ne font pas que donner à voir l'étendue des dégâts présents et des dangers à venir. Et ils font aussi aimer, profondément aimer, la beauté de nos paysages à travers toute la planète. Ils donnent la parole à des citoyens engagés, comme Marinelle. Ils montrent, eux aussi, qu'il est possible de résister, de s'adapter, de faire autrement. Ils en appellent à la volonté politique et à l'action publique, ce qui est tout l'enjeu des négociations en cours et de l'accord ambitieux et universel dont le monde a besoin. Merci au Festival international du film d'environnement. Merci à l'Agence française de développement, à l'Institut de recherche pour le développement et à la plateforme Océan Climat pour leur très précieux concours pour l'organisation de ce festival du cinéma. Ainsi qu'à la Cinémathèque française. Bref, stands, expositions, projections, conférences, débats et aussi les 600 projets qui, au cours de cette année, ont reçu le label COP21. Autant d'occasions d'affiner l'état des lieux planétaires, de mettre en commun les savoirs et les expériences, de fortifier tous les désirs d'agir et de trouver des solutions et d'avoir des résultats et d'amplifier un rapport de force positif qui a toujours été le moteur de l'histoire. Ce sont les organisations non gouvernementales et les scientifiques qui, en effet, ont été les premiers lanceurs d'alerte, les premiers à administrer la preuve du réchauffement climatique, de son origine humaine, les premiers à sensibiliser l'opinion, à pousser les gouvernements à agir, puis un nombre croissant d'entreprises, de l'industrie, des services, de la finance et de l'assurance à intégrer les risques climatiques, ce qui est en France désormais obligatoire dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et j'en remercie à nouveau les parlementaires. Il s'agit de s'orienter à une échelle inédite dans une nouvelle économie climatique. Et certains d'entre vous, j'y étais aussi, étions à Rio en 1992 pour le premier sommet de la Terre. J'ai été comme ministre de l'Environnement. Puis j'ai été à Copenhague en 2009, au sommet des territoires, en tant que présidente de région. J'en ai vécu des espoirs et des déceptions, tout comme vous. Je mesure ce qui a profondément changé depuis ces deux dates. Certes, pas assez vite, mais quand même profondément changé. Voilà pourquoi il est plus que jamais nécessaire, pour accélérer le mouvement, que les acteurs de la société civile s'engagent, comme vous le faites, se mobilisent, agissent sur le terrain, montrent de la vigilance et de l'exigence. Ces acteurs de la société civile sont aujourd'hui bien plus nombreux et bien plus divers qu'hier, et c'est une bonne nouvelle. Ils sont de tous les âges, mais tous de ce beau combat. Ce combat qui est aussi un combat pour la vie et un combat pour la paix, et qui a besoin de l'opiniâtreté, qui a besoin de cette énergie, qui a besoin d'audace et de détermination commune. Et c'est pourquoi j'espère de tout cœur que ces espaces Génération Climat permettront d'en prendre pleinement la mesure, de renforcer ce mouvement et de continuer à peser sur les négociateurs. En même temps, bien sûr, que sur d'autres lieux, sur ce site et hors du Bourget. Je pense par exemple à Paris au 104, au Grand Palais aussi, à la ville de Montreuil avec son village mondial des alternatives que je vous invite à découvrir, à cette ruche écologique et numérique, Place to Be, qui accueille pendant la COP des blogueurs du monde entier auxquels j'ai rendu visite samedi dernier. Encore une fois, merci à toutes et à tous, parce qu'au-delà de cette salle, bien sûr, ce sont les dizaines de milliers de militants et de citoyens engagés pour que la question climatique fasse l'objet aussi d'un grand mouvement démocratique
d'une réappropriation. Il n'y a pas d'ailleurs de protection de l'environnement. Vous le savez, ils le savent, les combattants et les combattantes de ceux des grandes causes écologiques, à quel point il faut parfois du courage, de l'obstination, de la détermination, à quel point aussi on subit certains colibés, à quel point les rapports de force et les groupes de pression sont encore puissants, même en France aujourd'hui, et donc partout dans le monde. Et donc, par définition, c'est cette énergie-là, cette vitalité, cette mobilisation, cet esprit de combat, on en a besoin plus que jamais. Permettez-moi pour conclure de citer ces mots de Vandana Shiva, militante écologiste, féministe indienne, dont le mouvement Navdanya mène un juste combat pour une agriculture biologique riche des savoir-faire des paysans de son pays. D'ailleurs, le pacte pour la terre a été diffusé largement, il est sur le site du ministère de l'écologie de France, car elle est venue à Paris lancer ce pacte pour la terre en octobre dernier, avec l'association internationale Solidarité, qui est ici présente, le mouvement des AMAP, qui sont ici présents, c'est-à-dire les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne et le développement des circuits courts, que j'ai aussi créé et développé dans la région qui m'est chère. Elle dit ceci: « Nous, peuple souverain et citoyens de la terre, nous avons le pouvoir de changer le rapport de force. Nous ne résoudrons la crise alimentaire que si nous nous positionnons comme une partie de la toile de la vie et non comme ses maîtres. » Et puis, j'aime beaucoup aussi cette pensée d'un chef indien d'Amérique du 19e siècle, qui a été écrit sur le mur du ministère de l'écologie. « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. » Et vous, parce que vous le savez, vous êtes ici et je compte sur vous pour entraîner cette dynamique des espaces Génération Climat qui sont à vous.